le mariage qui a créé l'Espagne. 1469. En 1469, un mariage fut célébré qui allait jeter les bases de l'unification de l'Espagne. Il s'agissait de l'union de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. À cette époque, la péninsule ibérique était divisée en plusieurs royaumes, dont les plus puissants étaient la Castille et l'Aragon. Isabelle, demi-sœur du roi Henri IV de Castille, avait obtenu son titre d'héritière du trône de Castille après une série de conflits. Ferdinand était le fils de Jean II d'Aragon et héritier de ce royaume. Leur mariage fut arrangé en secret en raison de l'opposition politique, notamment de la cour castillane, qui nourrissait d'autres projets pour Isabelle. Le contrat de mariage fut signé en octobre 1469 à Valladolid. Il fut officialisé sans le consentement du roi de Castille, ce qui provoqua un conflit temporaire entre Isabelle et son frère. Malgré la controverse initiale, Isabelle conserva ses droits sur la couronne de Castille et fut proclamée reine en 1474 après la mort d'Henri IV. Cela déclencha une guerre civile, les partisans d'une autre prétendante, Juana la Beltraneja, remettant en question la légitimité d'Isabelle. Ferdinand lui apporta un soutien militaire durant ce conflit, qui se termina en sa faveur en 1479. La même année, Ferdinand devint roi d'Aragon à la mort de son père. Dès lors, les couronnes de Castille et d'Aragon furent détenues conjointement par Ferdinand et Isabelle, bien que les deux royaumes demeurèrent institutionnellement séparés. Chacun conservait ses propres lois, institutions, langues et coutumes. Leur règne marqua une période de centralisation politique importante. Ils restructurèrent les institutions administratives, réduisirent le pouvoir de la noblesse et promouvirent l'autorité royale. Ils établirent également la Sainte Confrérie, une force de police nationale destinée à maintenir l'ordre public. Leur règne coïncida avec la fin de la Reconquista, la campagne séculaire menée par les royaumes chrétiens pour reconquérir la péninsule ibérique de la domination musulmane. En 1492, l'émirat de Grenade, dernier bastion musulman d'Ibérie, capitula devant les rois catholiques, nom donné à Ferdinand et Isabelle. Cet événement symbolisa la fin de la présence politique musulmane dans la région et l'unification effective de l'Espagne sous domination chrétienne. La même année, ils ordonnèrent l'expulsion des Juifs de leur royaume à moins qu'ils ne se convertissent au christianisme. Cette décision s'inscrivait dans le cadre de leur politique religieuse plus large, visant à établir l'orthodoxie catholique sur l'ensemble de leur territoire. À cette fin, ils obtinrent la création de l'Inquisition espagnole en 1478, chargée d'identifier et de punir l'hérésie. L'Inquisition, placée sous l'autorité royale, joua un rôle important dans le respect de la conformité religieuse. Outre les réformes internes et la politique religieuse, le règne de Ferdinand et Isabelle fut également marqué par leur soutien à l'exploration outre-mer. En 1492, ils financèrent le voyage de Christophe Colomb, qui mena à la découverte des Amériques par l'Europe. Cet événement marqua le début d'une période d'expansion et de colonisation espagnole qui allait avoir des conséquences mondiales. Malgré leur domination conjointe, les royaumes de Castille et d'Aragon demeurèrent juridiquement distincts. L'unification politique de l'Espagne ne fut pas achevée de son vivant. Cependant, son mariage créa une union dynastique qui jeta les bases de la future consolidation de l'État espagnol. Sa fille Juana hérita des deux couronnes, tandis que son fils Charles régna de fait sur une Espagne unie. Le mariage de Ferdinand et d'Isabelle marqua un tournant dans l'histoire ibérique. Il unifia deux grandes puissances sous une seule famille royale et facilita la coordination politique dans la majeure partie de la péninsule. Si son règne fut marqué par l'intolérance religieuse et la centralisation, il apporta également la stabilité et jeta les bases de l'ascension de l'Espagne comme puissance dominante européenne et mondiale au cours des siècles suivants. La Reconquista et la chute de Grenade. 1492. La Reconquista fut une longue et progressive série de campagnes militaires et de manœuvres politiques entreprises par les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique pour reconquérir des territoires aux dirigeants musulmans qui contrôlaient de vastes zones de la région depuis le début du 8e siècle. Elle débuta en 711 avec la conquête de l'Hispanie par les Omeyyades et se poursuivit par intermittence au cours des siècles suivants. Divers royaumes chrétiens comme la Castille, l'Aragon, le Léon et la Navarre s'étendirent progressivement vers le sud, reprenant des territoires aux États musulmans connus sous le nom d'Al-Andalus. Ce processus, irrégulier, comportait de longues périodes de paix, de trêve et de coexistence, ainsi que des phases de conflits intenses. Au milieu du XIIIe siècle, la majeure partie de la péninsule ibérique était passée sous contrôle chrétien, l'émirat de Grenade, au sud, étant le seul territoire musulman d'importance. L'émirat de Grenade parvint à survivre grâce à ses alliances stratégiques, au paiement de tribut aux monarques chrétiens
et aux divisions internes au sein des royaumes chrétiens. Cependant, à la fin du XVe siècle, les rois catholiques, la reine Isabelle Ier de Castille et le roi Ferdinand II d'Aragon, mirent en œuvre une politique d'unification et de consolidation du pouvoir. Leur mariage en 1469 unifia deux des plus puissants royaumes chrétiens et ils entamèrent un effort commun pour achever la Reconquista. La campagne militaire contre Grenade fut lancée en 1482 et dura une décennie. Les rois catholiques combinèrent sièges, blocus et pression diplomatique pour affaiblir l'émirat. Cette campagne impliquait des efforts méthodiques pour isoler Grenade de ses alliés potentiels et s'emparer progressivement des villes et forteresses périphériques. Boabdil, dernier souverain nazrite de Grenade, fit face à des dissensions internes et à une pénurie de ressources. Le siège de Grenade commença en 1491 et se poursuivit jusqu'au début de 1492. Confronté à une pression militaire écrasante et sans perspective de répit, Boabdil négocia les conditions de reddition avec les rois catholiques. L'accord de capitulation, connu sous le nom de capitulation de Grenade, fut signé le 25 novembre 1491 et stipulait la cession pacifique de la ville, assortie de garanties pour la protection de la vie, des biens, de la religion et des coutumes des musulmans. Le 2 janvier 1492, les rois catholiques entrèrent à Grenade, marquant ainsi la fin officielle de la domination musulmane dans la péninsule ibérique. La conquête de Grenade marqua l'apogée de la Reconquista et la consolidation de la domination chrétienne dans toute l'Espagne. Au cours des mois et des années qui suivirent, les conditions de la capitulation furent progressivement assouplies. Les nouveaux dirigeants mirent en œuvre des politiques d'assimilation religieuse et culturelle, notamment une pression croissante sur la population musulmane pour qu'elle se convertisse au christianisme. Cette politique aboutit à des conversions forcées, à la discrimination sociale et à l'expulsion ultérieure de musulmans et de juifs d'Espagne. La chute de Grenade eut également une grande portée politique et symbolique. Elle renforça l'autorité des rois catholiques et leur permit de poursuivre des ambitions plus vastes, notamment l'exploration outre-mer. La même année, il soutint le voyage de Christophe Colomb, qui aboutit à la découverte européenne des Amériques. La conquête de Grenade marqua un tournant dans l'histoire espagnole, le pays amorçant sa transformation en une monarchie catholique centralisée, aux intérêts mondiaux croissants. Bien que la Reconquista ait pris fin en 1492, son héritage continua de façonner le paysage religieux, culturel et politique de l'Espagne pendant des siècles. Le long processus de réexpansion chrétienne, marqué à la fois par des conflits et la coexistence, marqua le début d'une nouvelle phase d'uniformisation et de centralisation gouvernementale. Les événements de 1492 ne furent pas isolés, mais s'inscrivirent dans une tendance plus large à l'homogénéisation religieuse et à l'expansion impériale. La chute de Grenade demeure un événement historique majeur qui clôtura un chapitre crucial de l'histoire ibérique médiévale et initia de nouveaux développements à l'époque moderne. L'expulsion des Juifs et des musulmans, 1492 et 1502, l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne à la fin du XVe et au début du XVIe siècle résulta d'une série de décisions politiques et religieuses prises par les rois catholiques, la reine Isabelle Ier de Castille et le roi Ferdinand II d'Aragon. Après la fin de la Reconquista et la chute de Grenade en 1492, la couronne espagnole promut une politique d'unification religieuse sous le catholicisme. Le 31 mars 1492, le décret de l'Alhambra, également connu sous le nom d'édit d'expulsion, fut promulgué. Ce décret ordonnait à tous les juifs pratiquants de se convertir au christianisme ou de quitter les royaumes de Castille et d'Aragon avant la fin du mois de juillet de la même année. L'objectif affiché était d'empêcher l'influence juive sur les conversos, ou juifs convertis au christianisme, soupçonnés de pratiquer secrètement leur ancienne foi. La monarchie et l'Inquisition espagnole considéraient les communautés juives comme une menace pour l'unité religieuse qu'elles cherchaient à imposer. On estime que le décret a touché entre 40 et 100 personnes. De nombreux juifs choisirent l'exil, abandonnant leurs biens. Certains émigrèrent vers l'Empire ottoman, l'Afrique du Nord, l'Italie ou certaines régions du Moyen-Orient. D'autres se convertirent au christianisme sous la pression malgré la persistance de soupçons d'insincérité. L'Inquisition continua de surveiller, d'enquêter et de persécuter les convertis soupçonnés d'hérésie. L'expulsion de 1492 marqua un changement majeur dans la composition démographique et culturelle de l'Espagne, qui comptait depuis des siècles d'importantes communautés juives actives dans le commerce, l'érudition et l'administration publique. Le processus d'homogénéisation religieuse se poursuivit avec des politiques ciblant les musulmans. Après la reddition de Grenade, les capitulations de 1491 garantissaient initialement la liberté religieuse aux musulmans. Cependant, ces conditions furent rapidement supplantées par des politiques favorisant la conversion et l'intégration dans la société chrétienne. En 1499,
le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros lança une campagne de conversion forcée à Grenade, ce qui déclencha la résistance et l'agitation musulmane. La couronne répondit en annulant les termes de la reddition et en 1502, la politique fut officialisée. La même année, les rois catholiques publièrent un édit exigeant de tous les musulmans de la couronne de Castille qu'ils se convertissent au christianisme ou quittent le pays. Des mesures similaires furent mises en œuvre dans d'autres régions les années suivantes. De nombreux musulmans, comme les juifs avant eux, se convertirent publiquement mais furent soupçonnés de perpétuer en privé leurs pratiques islamiques. Ces convertis, appelés morisques, furent soumis à la surveillance et au contrôle de l'Inquisition. Si certains musulmans quittèrent l'Espagne, la majorité resta et accepta la conversion sous la contrainte. Le traitement des morisques au cours du siècle suivant fut marqué par une méfiance constante, une répression culturelle et une expulsion ultérieure sous le règne de Philippe III au début du XVIIe siècle. Les expulsions de juifs et de musulmans reflétaient les objectifs plus larges de la monarchie espagnole. Uniformité religieuse et autorité centralisée. Ces actions s'inscrivaient dans une tendance plus large qui s'étendait à toute l'Europe à la même époque, où les États cherchaient à harmoniser identité nationale et conformité religieuse. En Espagne, les politiques d'expulsion et de conversion forcée eurent des effets durables sur la structure sociale et l'économie du pays. Des professionnels qualifiés, des commerçants et des intellectuels disparurent, et les communautés qui avaient contribué à la vie culturelle et scientifique de l'Espagne furent déplacées ou anéanties. L'Inquisition continua de jouer un rôle important dans le maintien du conformisme religieux, recourant souvent aux dénonciations, aux aveux sous la torture et aux châtiments publics pour décourager les pratiques non chrétiennes. Au fil du temps, les conversions forcées et les expulsions contribuèrent au développement d'une identité catholique rigide en Espagne, étroitement liée à l'autorité de la monarchie et de l'Église. Les politiques de 1492 et 1502 n'éliminèrent pas complètement la diversité religieuse, mais la repoussèrent dans la clandestinité, où elle persista secrètement pendant des générations avant de disparaître progressivement. Ces expulsions constituent des exemples d'exclusion religieuse imposée par l'État et sont considérées par les historiens comme cruciales pour façonner l'histoire moderne de l'Espagne. Ces actions marquèrent la fin d'une période de pluralisme religieux relatif dans la péninsule ibérique et le début d'une nouvelle ère marquée par le conformisme et la centralisation sous le règne catholique. Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde. 1492 504. Christophe Colomb était un navigateur et explorateur italien qui entreprit 4 voyages transatlantiques entre 1492 et 1504 sous le patronage des rois catholiques d'Espagne, de la reine Isabelle Promesse de Castille et du roi Ferdinand II d'Aragon. Son objectif principal était d'atteindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique vers l'ouest, convaincu qu'une telle route serait plus courte et plus directe que de contourner l'Afrique vers l'est. Colomb présenta son plan à plusieurs cours européennes, avant de recevoir l'approbation et le financement de la couronne espagnole. Son premier voyage partit de Palos de la Frontera le 3 août 1492 avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Après une escale aux îles Canaries, la flotte traversa l'Atlantique et atterrit aux Bahamas le 12 octobre 1492. Colomb pensait avoir atteint des îles proches du continent asiatique, alors qu'il avait en réalité atteint ce que l'on appelle aujourd'hui les Caraïbes. Il explora plusieurs îles, dont Cuba et Hispaniola actuelles, avant de rentrer en Espagne en mars 1493. À son retour, il fut accueilli avec honneur et reçut des titres, dont celui d'amiral de l'océan. Ces rapports contribuèrent à accroître l'intérêt pour l'exploration transatlantique. Colomb entreprit son deuxième voyage en septembre 1493 avec une flotte plus importante et l'objectif d'établir des colonies permanentes et de poursuivre l'exploration. Il arriva de nouveau dans les Caraïbes et commença la colonisation d'Hispaniola. Ce voyage instaura la domination espagnole et conduisit à l'établissement de nouvelles colonies. Mais il entraîna également des conflits avec les populations autochtones et des difficultés de gestion de la colonie. Colomb fut critiqué pour son administration, notamment pour le traitement des populations locales et les conflits entre colons. Il entreprit son troisième voyage en 1498, au cours duquel il atteignit le continent sud-américain près de l'Orénoque, dans l'actuel Venezuela. Ce fut le premier contact européen documenté avec le continent sud-américain. Cependant, à son retour à Hispaniola, Colomb rencontra de nouveaux troubles. Les plaintes concernant son leadership conduisirent la couronne espagnole à dépêcher un enquêteur royal. En conséquence, Colomb fut arrêté et renvoyé en Espagne, enchaîné en 1500. Bien qu'il ait été libéré plus tard et autorisé à planifier un autre voyage, son autorité de gouverneur fut définitivement révoquée. Le quatrième et dernier voyage de Colomb débuta en 1502. Il explora certaines parties de l'Amérique centrale, notamment les côtes des actuels Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama,
à la recherche d'un passage vers l'Asie. Au cours de ce voyage, il fit face à des naufrages, au mauvais temps et à des pénuries de ravitaillement. Il resta bloqué plusieurs mois en Jamaïque avant de finalement rentrer en Espagne en 1504. Il mourut 2 ans plus tard, en 1506, ignorant l'ampleur de ses découvertes et la découverte d'un continent jusque-là inconnu. Bien que Colomb n'atteigne pas l'Asie comme il l'avait prévu, ses voyages marquèrent le début d'une exploration et d'une colonisation européenne soutenue des Amériques. Ces voyages établirent des contacts réguliers entre l'Europe et l'hémisphère occidental, donnant lieu à des événements historiques majeurs, tels que les échanges de biens, de cultures et de populations entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Ces événements, collectivement connus sous le nom d'échanges colombiens, ont eu de profondes conséquences pour les sociétés des 2 côtés de l'Atlantique. Si Colomb est souvent crédité de la découverte des Amériques, les terres qu'il a découvertes étaient déjà habitées par des peuples autochtones aux sociétés et cultures établies. Son arrivée a marqué le début d'une période d'expansion européenne qui allait transformer l'histoire du monde par la conquête, la colonisation et la transformation économique. Dans les années qui ont suivi ces expéditions, d'autres explorateurs ont approfondi ces découvertes, et l'Espagne a établi un vaste empire colonial en Amérique. L'héritage de Colomb a fait l'objet d'analyses historiques, une attention particulière étant portée aux prouesses maritimes de ses voyages et à leurs profondes conséquences pour les populations autochtones des Amériques. Ces 4 voyages, entre 1492 et 1504, représentent un chapitre charnière de l'époque moderne et du début de l'exploration européenne outre-mer. La conquête espagnole des Caraïbes, 1493-1510. La conquête espagnole des Caraïbes, entre 1493 et 1510, fut une période d'expansion coloniale précoce, suivant le premier voyage de Christophe Colomb. Après son premier voyage en 1492 et son retour en Espagne en 1493, Colomb entreprit un second voyage dans le but d'établir des colonies espagnoles permanentes. Il arriva dans les Caraïbes avec une flotte plus importante et commença la colonisation de l'île d'Hispaniola. La couronne espagnole autorisa la création de villes, de forts et de structures gouvernementales pour administrer les territoires nouvellement revendiqués. Colomb fonda la colonie de la Isabela en 1494, mais elle fut finalement abandonnée en raison de problèmes environnementaux et de conflits internes. Au fil du temps, les Espagnols établirent des colonies plus durables, dont la ville de Saint-Domingue en 1498. La conquête impliqua l'extension du contrôle espagnol sur les principales îles de la région, dont Hispaniola, Porto Rico, la Jamaïque et Cuba. Ces efforts furent menés par des expéditions militaires, des fonctionnaires autorisés et des colons qui reçurent des terres et de la main-d'œuvre dans le cadre du système d'encomienda. Ce système permettait aux colons espagnols d'exiger tribut et travail forcé des populations autochtones, en échange de promesses de protection et d'instruction religieuse. Les Taínos, qui peuplaient une grande partie des Caraïbes, étaient les principaux sujets de ce système. La colonisation espagnole a rapidement perturbé les sociétés autochtones par la violence, le travail forcé, l'apparition de nouvelles maladies et les déplacements. La population taïno a rapidement décliné sous les effets combinés de la guerre, du surmenage, de la malnutrition et de l'exposition aux agents pathogènes européens. Des épidémies de variole et d'autres maladies se sont propagées dans les îles, provoquant une mortalité importante parmi les communautés autochtones qui n'avaient jamais été exposées ni immunisées auparavant. Des expéditions espagnoles vers d'autres îles ont suivi la colonisation initiale d'Hispaniola. En 1508, l'île de Porto Rico a été officiellement conquise sous la direction de Juan Ponce de León. En 1509, les forces espagnoles ont avancé vers la Jamaïque, y établissant leur contrôle sans grande résistance. Ces campagnes étaient souvent justifiées par des prétentions à propager le christianisme et la civilisation, mais les motivations principales étaient l'exploitation économique, l'accès aux ressources et l'expansion des revendications territoriales. La conquête de Cuba débuta en 1511, légèrement au-delà du cadre formel de cette période, mais les préparatifs et les missions d'exploration avaient déjà eu lieu. À cette époque, le régime colonial espagnol se caractérisait par un contrôle centralisé exercé par la monarchie, délégué aux fonctionnaires royaux des colonies. Des gouverneurs et des administrateurs étaient nommés pour superviser la colonisation, la défense et la collecte du tribut. L'Église catholique joua également un rôle important dans le processus de colonisation. Des missionnaires furent envoyés pour convertir les populations autochtones au christianisme, bien que les méthodes et le succès variaient. Des débats eurent lieu très tôt entre le clergé et les intellectuels espagnols sur le traitement des peuples autochtones. Mais ces discussions eurent peu d'effet immédiat sur la politique coloniale. En 1510, l'autorité espagnole était fermement établie dans une grande partie des Grandes Antilles. La population locale avait considérablement diminué
et les structures de base de l'administration coloniale espagnole étaient en place. Les Caraïbes devinrent une base stratégique pour les futures expéditions vers les Amériques, notamment pour de nouvelles conquêtes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La conquête des Caraïbes servit de modèle à l'expansion espagnole ultérieure, avec des systèmes similaires de gouvernement, de travail et de conversion religieuse mis en œuvre dans d'autres régions. Elle marqua également le début d'un modèle plus large de colonisation européenne dans les Amériques. La période de 1493 à 1510 représente la phase initiale d'une présence européenne soutenue dans le Nouveau Monde, principalement axée sur l'établissement du contrôle des territoires insulaires, la soumission des populations autochtones et la préparation du futur développement colonial. Ce processus entraîna d'importants changements démographiques, sociaux et économiques dans les Caraïbes, motivés par les objectifs impériaux espagnols et soutenus par des mécanismes militaires et institutionnels. L'héritage de cette conquête eut des conséquences à long terme pour les habitants de la région et jeta les bases de la domination coloniale espagnole dans les Amériques. Hernán Cortés et la chute de l'Empire aztèque, 1519-1520 et 1. Hernán Cortés était un conquistador espagnol qui mena l'expédition qui aboutit à la chute de l'Empire aztèque entre 1519 et 1521. Né à Medellín, en Espagne, il voyagea vers le Nouveau Monde et acquit une expérience administrative et militaire dans la colonie espagnole d'Hispaniola, puis à Cuba. En 1518, il fut nommé à la tête d'une expédition vers le continent de l'actuel Mexique. Il quitta Cuba en février 1519 avec une flotte de navires, quelques centaines de soldats, des chevaux et du matériel. Après avoir débarqué sur la côte de la péninsule du Yucatan et rencontré des groupes indigènes, il se dirigea vers la côte de Veracruz, où il fonda une colonie. Cette action lui permit de revendiquer une autorité légale indépendante du gouverneur cubain qui avait tenté de le révoquer. De Veracruz, Cortés commença sa marche vers l'intérieur des terres en direction de Tenochtitlan, la capitale aztèque. En chemin, il rencontra plusieurs peuples indigènes, dont les Totonacs et les Tlaxcalans. Certains groupes s'opposèrent aux Aztèques et s'allièrent à Cortés, leur fournissant soldats et soutien logistique. Ces alliances jouèrent un rôle crucial dans la campagne. En novembre 1519, Cortés entra à Tenochtitlan et fut accueilli par le souverain aztèque Moctezuma II. Initialement, les Espagnols furent traités en invités d'honneur, mais des tensions surgirent rapidement. Cortés prit Moctezuma en otage pour tenter de contrôler la ville et ses habitants. En 1520, alors que Cortés était absent pour affronter les forces espagnoles envoyées pour l'arrêter, un violent affrontement éclata dans la ville lorsque les Espagnols attaquèrent une cérémonie religieuse aztèque. Cet incident déclencha une rébellion, et les Espagnols furent contraints de fuir lors d'un événement connu sous le nom de la Noche Triste, la Nuit Triste. De nombreux Espagnols et leurs alliés furent tués. Cortés se regroupa avec ses alliés indigènes à l'extérieur de la ville et commença les préparatifs d'un nouvel assaut. Il ordonna la construction de brigantins pour contrôler le lac entourant Tenochtitlan. En 1521, il lança un siège de grande envergure contre la ville. Ce siège dura plusieurs mois et impliqua des attaques coordonnées, des blocus et l'intervention de forces espagnoles et indigènes. La résistance aztèque fut affaiblie par les pénuries de nourriture et d'eau, ainsi que par les effets des maladies européennes, comme la variole, qui avait commencé à se propager après le premier contact. Ces facteurs contribuèrent au déclin de la population et du moral de la ville. L'assaut final se termina en août 1520, et par la reddition des derniers défenseurs aztèques et la prise de la ville. Tenochtitlan subit de graves dommages pendant le siège. Après la conquête, Cortés prit le contrôle de la région et entama le processus de colonisation. La ville fut reconstruite sous le nom de Mexico et devint le centre administratif de la Nouvelle-Espagne. La chute de l'Empire aztèque marqua un tournant important dans l'histoire des Amériques. La domination espagnole remplaça la structure politique indigène et commença l'imposition de nouvelles institutions, religions et systèmes économiques. Les populations indigènes furent soumises au système de l'encomienda et aux efforts de conversion au christianisme. Cortés envoya des rapports détaillés à la couronne d'Espagne décrivant ses actions et les richesses découvertes sur les territoires aztèques. Ces récits contribuèrent à leur reconnaissance et à l'expansion de l'influence espagnole. Cependant, son autorité fut plus tard contestée par des fonctionnaires royaux envoyés pour imposer un contrôle accru sur l'administration coloniale. La conquête de l'Empire aztèque fut le fruit d'une combinaison de forces militaires, d'alliances stratégiques, de manipulations politiques et de l'impact des maladies introduites. Cela entraîna l'expansion rapide de la domination espagnole dans la région et servit de modèle aux conquêtes ultérieures. Les événements de 1519 à 1520 illustrent la phase initiale de l'expansion européenne en Amérique et les profonds changements qu'elle apporta aux civilisations autochtones.
L'héritage d'Hernán Cortés et la chute de l'Empire aztèque continuent de faire l'objet d'analyses historiques, reflétant la complexité de la conquête, de la résistance et de la transformation coloniale au début du XVIe siècle. La conquête de l'Empire Inca, 1532-1533. La conquête de l'Empire Inca a eu lieu entre 1532 et 1533 sous la conduite du conquistador espagnol Francisco Pizarro. Situé dans la région andine d'Amérique du Sud, l'Empire Inca était un État centralisé et organisé, doté d'une population nombreuse et d'un système administratif complexe. À l'arrivée des Espagnols, l'Empire connaissait une instabilité interne due à une récente guerre civile entre deux frères, Atahualpa et Huáscar, qui se disputaient le trône impérial après la mort de leur père, Huayna Capac. Atahualpa était sorti victorieux peu avant l'entrée des Espagnols dans la région. En 1532, Pizarro et un petit groupe de soldats espagnols atteignirent la côte de l'actuel nord du Pérou. Ils s'enfoncèrent dans les terres et entrèrent en contact avec des responsables incas. Les forces espagnoles comptaient moins de 200 hommes, mais étaient équipées d'armes à feu, d'armes en acier et de chevaux, des armes inconnues des Incas. Pizarro invita Atahualpa à une réunion dans la ville de Cajamarca. La rencontre était une embuscade planifiée. Lorsqu'Atahualpa arriva avec une suite nombreuse mais désarmée, les Espagnols lancèrent une attaque surprise. Ils tuèrent nombre de ses serviteurs et capturèrent Atahualpa. L'empereur fut retenu contre rançon, et Atahualpa proposa de remplir une grande salle d'or et d'argent en échange de sa libération. Les Espagnols acceptèrent l'offre et percevirent la rançon, constituée d'objets en métal, précieux fondus et distribués aux soldats. Malgré la rançon reçue, Pizarro ne libéra pas Atahualpa. Il fut jugé par les Espagnols pour divers chefs d'accusation, dont conspiration contre les Espagnols et pratique de l'idolâtrie. Atahualpa fut reconnu coupable et exécuté par Garo en 1533. Après la mort d'Atahualpa, les Espagnols avancèrent vers la capitale Inca, Cusco. Chemin faisant, ils rencontrèrent peu de résistance. La structure politique et militaire de l'Empire avait été bouleversée et de nombreux dirigeants locaux choisirent de coopérer avec les Espagnols ou de rester neutres. Certains groupes indigènes opposés à la domination inca soutinrent les Espagnols pour améliorer leur position. Pizarro installa un dirigeant fantoche nommé Manco Inca Yupanqui pour conférer un semblant de légitimité au nouveau régime. Fin 1533, les Espagnols entrèrent à Cusco, capitale de l'Empire Inca, et déclarèrent officiellement leur contrôle. La conquête fut marquée par l'établissement de l'autorité espagnole par le biais d'alliances, de changements administratifs et de la mise en place d'institutions coloniales. Le système de l'encomienda fut introduit, accordant aux colons espagnols le droit de prélever du travail et des tributs auprès des communautés indigènes. Des missionnaires catholiques arrivèrent également et lancèrent des initiatives de conversion de la population indigène. Bien qu'une certaine résistance à la domination espagnole persista par la suite, notamment sous le règne de Manco Inca, la conquête effective de l'Empire central fut achevée fin 1533. La conquête de l'Empire Inca fut importante à plusieurs titres. Elle plaça une vaste et riche région sous contrôle espagnol et contribua à l'expansion de l'empire colonial espagnol en Amérique. L'approvisionnement en métaux précieux, notamment en argent, provenant des mines des anciens territoires incas, devint un élément clé de l'économie espagnole. La conquête marqua également le début de profonds changements dans la vie sociale, culturelle et économique de la région andine. Les institutions autochtones furent démantelées ou modifiées, et la couronne espagnole établit des vice-royautés pour administrer ces nouveaux territoires. La conquête fut le fruit d'une combinaison d'actions militaires, de manipulations politiques, d'exploitation des divisions internes et de l'impact des maladies qui affaiblirent la population inca. Les agents pathogènes européens introduits avant et pendant la conquête causèrent une mortalité importante parmi les peuples autochtones et perturbèrent les systèmes sociaux. Les événements de 1530-1533 représentent un tournant majeur dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Ils illustrent le processus par lequel un petit groupe d'envahisseurs étrangers, aidés par la technologie, les opportunités et les alliances locales, parvint à vaincre un empire vaste et sophistiqué et à amorcer la transformation coloniale qui allait façonner la région pendant des siècles. La création des vice-royautés, 1535-1542. La création de vice-royautés entre 1535 et 1542 marqua une étape importante dans l'organisation administrative de l'Empire espagnol d'outre-mer en Amérique. Après les premières conquêtes de grands empires indigènes tels que les Aztèques et les Incas, la couronne espagnole fut confrontée au défi de gouverner des territoires vastes et éloignés, aux populations diverses et aux conditions locales complexes. Afin de centraliser l'autorité et d'améliorer la gouvernance, la monarchie espagnole commença à établir des vice-royautés en tant qu'entité politique formelle.
Il s'agissait de divisions territoriales administrées par des vice-rois, représentants du roi, qui exerçaient les pouvoirs exécutifs, judiciaires et militaires au nom de la couronne. La première d'entre elles fut la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, établie en 1535. Elle englobait la majeure partie du Mexique actuel, l'Amérique centrale et une partie des États-Unis actuels. La capitale de cette vice-royauté était Mexico, construite sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque, Tenochtitlan. Le premier vice-roi nommé fut Antonio de Mendoza, qui exerça ses fonctions de 1535 à 1550. Ses responsabilités comprenaient le maintien de l'ordre, la supervision du développement économique, la gestion des relations avec les populations indigènes et la mise en œuvre des politiques royales. L'établissement de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne marqua un tournant par rapport au gouvernement plus informel des décennies précédentes, où les conquistadors et les fonctionnaires locaux jouissaient d'une autonomie considérable. La deuxième grande division administrative créée durant cette période fut la vice-royauté du Pérou, établie en 1542. Elle englobait les anciens territoires incas et d'autres régions d'Amérique du Sud. La capitale était Lima, qui devint un centre d'autorité et d'influence espagnole dans la région. Le premier vice-roi du Pérou fut Blasco Núñez Vela, nommé en 1544, bien que son mandat fût marqué par des conflits avec les élites coloniales locales et une résistance aux nouvelles lois visant à limiter les abus du système d'encomienda. Ces vice-royautés furent créées pour assurer un plus grand contrôle sur les colonies et réduire le pouvoir des conquistadors, dont beaucoup étaient devenus d'influents propriétaires terriens et personnalités politiques. La couronne cherchait à affirmer plus clairement sa souveraineté et à promouvoir un système d'administration coloniale plus uniforme. Les vice-rois étaient chargés de mettre en œuvre la législation adoptée par le Conseil des Indes, l'organe directeur espagnol chargé de coordonner les affaires coloniales. Ils supervisaient également les institutions locales telles que les audiencias, tribunaux supérieurs dotés de fonctions judiciaires et administratives. La création des vice-royautés coïncidait avec des efforts plus vastes visant à réguler la société coloniale. La couronne espagnole promulgua en 1542 une série de lois, connues sous le nom de Nouvelles Lois, visant à améliorer le traitement des peuples autochtones et à limiter les droits héréditaires des encomandros à leur main-d'œuvre. Ces lois rencontrèrent la résistance des colons, notamment au Pérou, où une opposition violente conduisit à la mort du premier vice-roi. Malgré ces difficultés, le système vice-royal demeura le fondement de l'administration coloniale espagnole pendant des siècles. Il instaura une structure hiérarchique dans laquelle la monarchie exerçait son contrôle par l'intermédiaire de fonctionnaires nommés, tandis que les autorités locales mettaient en œuvre les politiques sous sa supervision. L'Église joua également un rôle important dans ce système, le clergé collaborant avec les vice-rois pour promouvoir le catholicisme et gérer les missions. Au fil du temps, les vice-royautés devinrent des centres d'activité politique, économique et religieuse en Amérique espagnole. Elles facilitèrent la collecte des impôts, la réglementation du commerce et la diffusion de la culture et des institutions européennes. Les divisions administratives créées durant cette période posèrent les bases des évolutions ultérieures du gouvernement colonial et influencèrent l'organisation territoriale de nombreux pays d'Amérique latine moderne. La création de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne en 1535 et de la vice-royauté du Pérou en 1542 marqua le début d'une approche plus centralisée et structurée du gouvernement colonial. Ces entités reflétaient la volonté de la couronne espagnole de maintenir l'ordre, de protéger ses intérêts et d'exercer un contrôle sur ses possessions d'outre-mer. Ce cadre administratif resta pratiquement intact jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, date à laquelle de nouvelles réformes furent introduites pour répondre à l'évolution de la situation au sein de l'Empire. La naissance des galions de Manille, 1565-1815, la naissance des galions de Manille en 1565 marqua le début d'une route commerciale transocéanique reliant la colonie espagnole des Philippines à la Nouvelle-Espagne, notamment via les ports de Manille et d'Acapulco. Cette route maritime resta active jusqu'en 1815 et constitua un lien important entre l'Asie et les Amériques. Son établissement fit suite au voyage réussi d'André de Urdaneta, qui découvrit une route de retour viable à travers l'océan Pacifique. Il navigua vers le nord depuis les Philippines, puis vers l'est pour atteindre la côte nord-américaine, avant de bifurquer vers le sud pour atteindre le Mexique. Cette découverte facilita les voyages vers l'est et posa les bases du commerce des galions. Les galions de Manille opéraient sous la couronne espagnole et constituaient une pièce maîtresse de son réseau commercial mondial. De grands navires, appelés galions, étaient construits pour transporter des marchandises entre les deux continents. Ces voyages avaient généralement lieu 1 ou 2 fois par an selon les conditions météorologiques, la disponibilité des marchandises et l'état des navires. Le voyage de Manille à Acapulco durait plusieurs mois et était suivi du voyage de retour avec de l'argent et d'autres marchandises de Nouvelle-Espagne. Les galions transportaient une grande variété de produits asiatiques,
tels que de la soie chinoise, de la porcelaine, des épices, des lacs et d'autres articles de luxe. Ces marchandises étaient rassemblées à Manille, où les commerçants d'Asie de l'Est et du Sud-Est, notamment de Chine et du Japon, apportaient leurs marchandises. Manille s'imposa comme une plaque tournante pour l'organisation des cargaisons avant le départ. En échange, les galions transportaient de grandes quantités d'argent provenant des mines de Nouvelle-Espagne et du Pérou, très prisées sur les marchés asiatiques. Cet argent servait non seulement à payer les marchandises achetées, mais était également intégré aux réseaux commerciaux mondiaux. Cette route offrait des avantages économiques considérables à l'Espagne, à ses colonies et aux marchands concernés, en facilitant l'entrée des produits asiatiques sur les marchés européens. D'Acapulco, les marchandises traversaient l'isthme mexicain jusqu'à Veracruz, puis étaient acheminées par mer vers l'Espagne. Ce commerce renforça l'économie coloniale espagnole et les liens entre l'Amérique et l'Asie, mais il créa également un système commercial hautement réglementé et monopolisé. La couronne espagnole imposa des restrictions pour limiter le commerce privé en dehors des circuits officiels. Les galions de Manille étaient soumis à une surveillance stricte. Des systèmes de licence, des tarifs douaniers et des inspections furent mis en place pour contrôler le volume et la valeur des marchandises. Le nombre de navires et la taille de leur cargaison étaient limités afin de gérer le commerce et de protéger les recettes de l'État. La majeure partie du commerce était entre les mains d'un petit groupe de marchands et de fonctionnaires disposant des permis et des ressources nécessaires pour y participer. Outre les contrôles, les voyages présentaient de nombreux risques. Tempêtes, naufrages, maladies et attaques de pirates ou de puissances européennes rivales étaient des menaces constantes. La construction navale devait donc garantir la durabilité et la capacité à supporter de longs voyages transocéaniques. Malgré ces difficultés, les galions de Manille continuèrent d'opérer pendant 250 ans, jouant un rôle crucial dans l'économie mondiale de l'ère moderne. Au-delà de l'aspect économique, la route eut un impact social et culturel durable. Elle facilita les échanges de personnes, d'idées et de biens entre l'Asie et les Amériques. À travers l'art, la cuisine, la religion et les coutumes quotidiennes, un flux d'influences culturelles se produisit. Les produits asiatiques s'intégrèrent à la vie quotidienne de la Nouvelle-Espagne, tandis que l'argent américain transforma l'économie de la Chine et d'autres régions d'Asie. Ce commerce transocéanique fut un exemple précoce de mondialisation, reliant des territoires lointains bien avant l'avènement des transports modernes. Le déclin des galions commença à la fin du XVIIIe siècle, avec l'évolution des politiques économiques, la concurrence croissante, l'apparition de nouvelles routes commerciales et l'instabilité de l'Empire espagnol. Le dernier voyage eut lieu en 1815, marquant la fin d'une époque. Cependant, l'héritage des galions de Manille perdure, symbole des premiers liens entre l'Asie et les Amériques et de la portée mondiale du commerce colonial espagnol. La destruction des royaumes mayas, 1524-1697, la destruction des royaumes mayas eut lieu entre 1524 et 1697, au cours d'un long processus par lequel les forces coloniales espagnoles imposèrent progressivement leur contrôle sur les territoires occupés par les régimes mayas. Contrairement à la conquête rapide des empires aztèques et incas, la soumission des Mayas fut longue et fragmentée en raison de la décentralisation de leur organisation politique et de la géographie complexe de la péninsule du Yucatan et des Hautes-Terres. La civilisation maya était composée de nombreux royaumes et cités, États indépendants, ce qui empêcha une résistance unifiée et rendit également difficile une conquête rapide par les Espagnols. La première grande campagne espagnole contre les Mayas débuta en 1524, menée par Pedro de Alvarado, qui s'avança dans les Hautes-Terres guatémaltèques après la conquête du Mexique. Il y rencontra la résistance des Quichés, des Caciques et d'autres peuples mayas. Par un mélange de batailles, d'alliances et de représailles, les Espagnols parvinrent à soumettre une grande partie de la région et à établir des structures coloniales. Cependant, l'imposition de la domination espagnole n'entraîna pas une assimilation immédiate. De nombreuses communautés mayas continuèrent de résister, soit par une rébellion ouverte, soit par une insoumission passive aux nouvelles autorités. Au cours des décennies suivantes, la conquête progressa vers les basses terres, où les forêts denses, la médiocrité des infrastructures et les maladies rendaient les campagnes difficiles. Accompagnant les soldats, des missionnaires franciscains et dominicains cherchèrent à se convertir à la religion dans le cadre du processus d'assujettissement. Les églises remplacèrent les temples mayas et l'adoption du christianisme fut encouragée comme mécanisme de contrôle culturel. Certains groupes acceptèrent la domination coloniale par le biais d'accords négociés, tandis que d'autres choisirent de résister par la fuite, le sabotage ou la confrontation armée. Dans le nord du Yucatan, les Espagnols progressèrent lentement au XVIe siècle, prenant finalement le contrôle de villes comme Mérida et Campeche. Cependant, de vastes zones restèrent hors de leur contrôle pendant des décennies. Dans les basses terres du sud, le royaume maya des Itza, dont la capitale était Noche Petén, une île du lac Petén Itzá,
conserva son indépendance pendant plus d'un siècle après les premières conquêtes. Les Hitzas résistèrent efficacement grâce à une combinaison de défense militaire, de manœuvres diplomatiques et en exploitant leur situation géographique avantageuse. Plusieurs tentatives de conquête échouèrent en raison de l'opposition locale et du terrain accidenté. Ce n'est qu'en 1697 que Martin de Ursua mena une attaque finale contre Nojpeten. Grâce à des transports navals, à l'artillerie et à des troupes terrestres coordonnées, les Espagnols parvinrent à s'emparer de la ville après une campagne brève mais décisive. Avec la chute de Nojpeten, la conquête espagnole de la région fut officiellement achevée et le dernier gouvernement maya indépendant fut anéanti. À la suite des campagnes militaires, des systèmes coloniaux de gouvernement et de collecte d'impôts furent mis en place, s'appuyant souvent sur des structures autochtones préexistantes. Certains chefs locaux furent intégrés à l'administration coloniale à des postes subalternes. Les communautés furent réorganisées en réserve afin de faciliter le contrôle et la conversion religieuse. Le christianisme fut systématiquement imposé, avec un accent particulier sur l'éradication des pratiques religieuses traditionnelles. Malgré ces efforts, de nombreuses croyances et structures sociales mayas persistèrent sous des formes syncrétiques. La longue durée de la conquête et la résistance des communautés indigènes témoignent de la résilience de l'identité maya face à la domination coloniale. Bien que l'indépendance politique ait finalement été abolie, les changements culturels et sociaux furent progressifs et jamais totalement imposés. Le processus de conquête maya, entre 1524 et 1697, fut marqué par l'interaction de stratégies militaires, de missions religieuses et de transformations administratives. Sa complexité reflète la difficulté de soumettre et d'intégrer des communautés autonomes à un système colonial étranger. Avec l'incorporation du royaume Hitza à l'Empire espagnol, la domination politique indigène en Mésoamérique prit fin. Charles Quint, l'empereur des deux mondes, 1506-1556. Charles Quint, qui régna de 1516 à 1556, fut roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique, devenant l'un des monarques les plus puissants du début de l'époque moderne. Il hérita d'un vaste ensemble de territoires européens et américains par mariage et succession dynastique. Petit-fils de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, il fut proclamé roi d'Espagne en 1516 aux côtés de sa mère, Jeanne, tout en exerçant pleinement son autorité. En 1519, il fut élu empereur du Saint-Empire romain germanique à la mort de son grand-père, Maximilien Ier, ajoutant ainsi la couronne impériale à ses domaines. Il régna sur l'Espagne, les Pays-Bas, une partie de l'Italie, l'Autriche, le Saint-Empire romain germanique et de vastes territoires en Amérique, ce qui lui valut le titre symbolique de « empereur des deux mondes ». Charles Quint dut faire face à de nombreux défis politiques, militaires et religieux. En Europe, il fut empêtré dans des conflits permanents avec la France et notamment avec le roi François Ier pour le contrôle de territoires en Italie et aux Pays-Bas. Ces conflits, connus sous le nom de guerre d'Italie, firent rage pendant une grande partie de son règne, exigeant des ressources financières et humaines considérables. À cela s'ajoutait la menace de l'Empire ottoman sous Soliman le Magnifique, qui repoussait les frontières orientales de l'Empire et menaçait les intérêts espagnols en Méditerranée. Charles Quint tenta d'endiguer cette expansion par des campagnes militaires et des alliances défensives, mais avec des résultats mitigés. Sur le plan intérieur, son règne fut également marqué par une profonde crise religieuse. La réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517, s'étendit à plusieurs régions du Saint-Empire romain germanique. Bien que Charles s'efforçât de maintenir l'unité catholique, son autorité était limitée par la structure décentralisée de l'Empire. Malgré la convocation de la Diète de Worms en 1520 et la promulgation de l'édit de Worms contre Luther, il ne parvint pas à enrayer la progression du protestantisme. De nombreux princes allemands soutinrent les réformateurs par conviction religieuse ou par intérêt politique. Ces conflits culminèrent avec la guerre de Smalkalde qui, bien que se soldant par une victoire temporaire de Charles, ne parvint pas à restaurer l'unité religieuse. Dans les territoires espagnols et américains, Charles Quint supervisa la consolidation de l'empire colonial. Il créa des organismes administratifs tels que le Conseil des Indes pour réguler le gouvernement du Nouveau Monde. Il tenta d'améliorer la situation des peuples autochtones par des lois comme les nouvelles lois de 1542 qui visaient à limiter les abus du système d'encomienda. Cependant, ces réformes rencontrèrent la résistance des colons, qui dépendaient du travail forcé pour soutenir l'économie locale. Malgré cela, la période vit une croissance de l'exploration, de la colonisation et de l'expansion de la puissance espagnole en Amérique. D'un point de vue économique, son règne fut complexe. L'afflux massif de métaux précieux en provenance d'Amérique renforça temporairement la richesse de l'Espagne, mais généra également de l'inflation et des déséquilibres financiers.
Les guerres prolongées et le maintien d'un empire aussi vaste engendrèrent un endettement constant. Charles se tourna fréquemment vers les banquiers allemands et génois pour financer ses campagnes. Vers la fin de sa vie, l'empire connut de graves difficultés budgétaires. Entre 1555 et 1556, Charles Quint décida d'abdiquer. Il partagea son héritage entre son frère Ferdinand, qui reçut les territoires autrichiens et la couronne impériale, et son fils Philippe, qui hérita de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Amérique. Ce partage marqua la séparation de la maison de Habsbourg en deux branches, l'autrichienne et l'espagnole. Charles se retira au monastère de Yuste, en Espagne, où il vécut jusqu'à sa mort en 1558. Le règne de Charles Quint marqua une période de transition dans l'histoire européenne et mondiale. Il présida à l'essor d'empires coloniaux durables, à l'approfondissement des divisions religieuses en Europe et aux prémices de la puissance moderne des États-nations. Son règne s'étendit sur de multiples cultures et continents, reflétant les défis de la gestion d'une monarchie composite à une époque de mutation rapide. Son héritage perdure dans l'expansion de la puissance espagnole, la défense du catholicisme et l'héritage politique complexe des Habsbourg. La montée de l'armada espagnole, 1588. L'essor de l'armada espagnole en 1588 résulta d'une combinaison complexe de facteurs politiques, religieux et militaires dans l'Europe du XVIe siècle. Le roi Philippe II d'Espagne, fervent catholique, chercha à défier la reine protestante Élisabeth I d'Angleterre et à restaurer le catholicisme sur le trône d'Angleterre. Les relations entre les deux puissances étaient particulièrement tendues. Élisabeth soutenait les rebelles protestants dans les Pays-Bas espagnols et tolérait les activités des corsaires anglais qui attaquaient les navires et les colonies espagnoles. L'exécution de Marie Stuart en 1587, considérée par Philippe comme une prétendante catholique légitime au trône d'Angleterre, aggrava encore les tensions. En réponse à ces conflits, Philippe II ordonna la création d'une importante flotte navale destinée à envahir l'Angleterre. Le plan consistait à rassembler une puissante armada qui, après avoir appareillé d'Espagne, traverserait la Manche pour rejoindre les forces terrestres du duc de Parme stationnées aux Pays-Bas espagnols. Ensemble, ces forces débarqueraient dans le sud de l'Angleterre pour envahir le pays. L'armada espagnole comptait environ 130 navires, dont des galions de guerre et des navires de soutien, et transportait environ 30 zéro-hommes, dont des soldats, des marins et des officiers. La flotte se rassembla dans le port de Lisbonne, mais dut faire face à de nombreux retards dus à des problèmes logistiques, à des conditions météorologiques défavorables et à la complexité de la coordination avec les troupes du duc de Parme. Finalement, en mai 1588, l'armada fit voile vers la Manche. En réponse, la flotte anglaise, dirigée par Lord Charles Howard et Sir Francis Drake, se mobilisa pour l'intercepter. Les navires anglais, plus petits et plus manœuvrables, recoururent à des tactiques plus agiles, telles que des attaques rapides et l'utilisation de canons à longue portée, évitant ainsi le combat rapproché qui favorisait les Espagnols. Les premiers affrontements eurent lieu fin juillet 1588 au large des côtes sud-ouest de l'Angleterre. L'armada progressant lentement sous le harcèlement constant des Anglais, la communication avec le duc de Parme devint de plus en plus difficile. Le 6 août, la flotte espagnole jeta l'ancre près de Calais, attendant les instructions du duc. La nuit suivante, les Anglais lancèrent des brûlot-navires incendiaires sur la flotte espagnole ancrée, semant le chaos et forçant les navires à se disperser. La bataille décisive de Gravelines eut lieu le 8 août. Les Anglais, profitant de leur artillerie à longue portée et de leur manœuvrabilité supérieure, infligèrent d'importants dégâts aux navires espagnols. Incapable de se regrouper ou de rejoindre l'armée du duc de Parme, l'armada fut contrainte de se replier. Plutôt que de revenir par la Manche, elle choisit de contourner les îles britanniques, affrontant de violentes tempêtes dans l'Atlantique Nord. Au cours de ce voyage de retour, de nombreux navires firent naufrage au large des côtes écossaises et irlandaises. Des milliers d'hommes périrent à cause du mauvais temps, de la faim, de la maladie ou d'attaques locales. Finalement, seule la moitié environ de la flotte d'origine parvint à regagner les ports espagnols. L'échec de l'armada espagnole marqua un tournant dans le conflit entre l'Espagne et l'Angleterre. Bien que la guerre se poursuive pendant plusieurs années, la défaite affaiblit la suprématie navale de l'Espagne et renforça le moral et l'influence de l'Angleterre, notamment dans le monde protestant. Cet événement fut interprété comme une victoire providentielle pour les Anglais et un revers majeur pour la puissance catholique en Europe. En Espagne, la défaite a entraîné une réévaluation de ses stratégies militaires et maritimes. Bien que demeuré une puissance majeure, le pays n'a jamais pleinement retrouvé sa domination navale d'antan. Cet épisode a symbolisé les limites de l'expansion impériale et reflétait les intenses luttes politiques et religieuses de l'époque.
Il a également mis en lumière les difficultés inhérentes aux opérations navales de grande envergure et a marqué la transition vers une ère où le contrôle maritime est devenu crucial pour la puissance européenne. La guerre de 4 la révolte hollandaise, 1568-1648, la guerre de 4 aussi connue sous le nom de révolte des Hollandais, se déroula entre 1568 et 1648 et fut un conflit prolongé entre l'Empire espagnol et les provinces des Pays-Bas. La guerre commença par une révolte contre le règne du roi Philippe II d'Espagne, qui régnait sur la région au sein de ses possessions plus vastes des Habsbourg. Les causes de la révolte étaient politiques, économiques et religieuses. Les tensions s'intensifièrent en raison des politiques centralisatrices de Philippe, qui réduisirent l'autonomie locale et imposèrent un contrôle accru depuis Madrid. Les griefs économiques comprenaient une augmentation des impôts et des restrictions commerciales. Les conflits religieux jouèrent également un rôle important, Philippe imposant l'orthodoxie catholique dans une région où les idées protestantes, notamment le calvinisme, avaient gagné du terrain. La révolte débuta officiellement en 1568 lorsque Guillaume d'Orange, aussi connu sous le nom de Guillaume le Taciturne, mena une résistance armée contre les forces espagnoles. Les premières tentatives de contestation du contrôle espagnol furent sévèrement réprimées. Le duc d'Albe, nommé gouverneur par Philippe II, mit en œuvre des mesures sévères, notamment des exécutions et des confiscations, pour tenter de rétablir l'ordre. Le Conseil des troubles, communément appelé Conseil du sang, devint tristement célèbre pour sa sévérité. Ces actions intensifièrent l'opposition à la domination espagnole. Au cours des années suivantes, le conflit se transforma en une lutte plus vaste pour l'indépendance. Plusieurs provinces formèrent l'Union d'Utrecht en 1579, s'engageant à se soutenir mutuellement contre l'autorité espagnole. En 1581, ces provinces promulguèrent l'acte d'abjuration, qui déclarait le rejet formel de Philippe II comme souverain. La couronne espagnole continua de contester leur indépendance, ce qui provoqua des affrontements militaires incessants dans toute la région. Les provinces du Sud, majoritairement catholiques, restèrent sous contrôle espagnol et devinrent finalement la Belgique actuelle. Les provinces du Nord, majoritairement protestantes, posèrent les bases de ce qui allait devenir la République des Provinces-Unies. La guerre fut ponctuée de périodes de combats intenses et de trêves intermittentes. Une pause significative fut observée avec la trêve de 12 ans, de 1609 à 1620 et 1, durant laquelle les hostilités cessèrent, mais le conflit politique demeura entier. Le développement commercial et économique se poursuivit pendant cette période, notamment dans la République des Provinces-Unies, qui commença à s'imposer comme un centre commercial et maritime. La reprise des hostilités en 1620 coïncida avec le conflit européen plus vaste connu sous le nom de guerre de 30 ans. Les Néerlandais reçurent un soutien variable de puissances étrangères comme l'Angleterre et la France, qui considéraient ce conflit comme faisant partie d'une lutte plus vaste contre l'hégémonie des Habsbourg. Les efforts espagnols pour reprendre le contrôle devinrent de plus en plus difficiles en raison de défis militaires, financiers et logistiques. Parallèlement, les Néerlandais améliorèrent leurs capacités navales et étendirent leur réseau commercial mondial. La guerre prit fin avec la signature de la paix de Westphalie en 1648. Dans le cadre de cet accord, l'Espagne reconnaissait l'indépendance de la République des Provinces-Unies. Cela marqua la fin officielle du conflit et confirma la souveraineté des provinces du Nord. La République des Provinces-Unies continua de croître en puissance économique et en influence au cours des décennies suivantes. La guerre de 80 ans eut des conséquences durables pour la région et toute l'Europe. Elle contribua au déclin de la domination espagnole, à l'essor des Pays-Bas comme puissance commerciale et au développement des idées liées à la souveraineté nationale et à la tolérance religieuse. La guerre eut également un impact significatif sur la population civile, avec des déplacements de population, des perturbations économiques et des violences localisées. Malgré la longue durée du conflit, celui-ci a progressivement établi les frontières politiques et territoriales qui ont perduré dans l'histoire européenne ultérieure. La révolte des Hollandais est souvent considérée comme un épisode clé de la transition des formes de gouvernement médiéval vers l'État moderne. Elle a démontré la capacité d'un groupe relativement restreint de provinces à résister à un empire puissant grâce à des efforts militaires, diplomatiques et économiques soutenus. Les événements survenus entre 1568 et 1648 ont reflété des changements plus vastes dans la politique, la religion et la société européenne qui ont marqué le début de l'ère moderne. Les Habsbourg espagnols et le coût d'une guerre constante, 1600-1700, au cours du XVIIe siècle, de 1600 à 1700, la monarchie espagnole des Habsbourg connut un déclin progressif de son pouvoir, en grande partie dû au coût économique et politique élevé d'une politique étrangère fondée sur des guerres quasi incessantes. À la tête d'un vaste empire englobant l'Espagne, une partie de l'Italie, les Pays-Bas et de vastes territoires coloniaux,
Les Habsbourg d'Espagne furent empêtrés dans de multiples conflits militaires qui épuisèrent leurs ressources financières et administratives. Le conflit le plus important du début du siècle fut la poursuite de la guerre de 4 contre la République des Provinces-Unies. Bien que la trêve de 12 ans s'ait été signée en 1609, les hostilités reprirent en 1621 et durèrent jusqu'en 1648. Ce conflit prolongé exigea le maintien d'importantes armées et fortifications dans les Pays-Bas espagnols, consommant ainsi d'énormes ressources économiques et humaines. Parallèlement, l'Espagne participa activement à la guerre de 30 ans, 1618-1648. Initialement un conflit religieux et politique au sein du Saint-Empire romain germanique, qui s'étendit ensuite à l'échelle continentale. Dans ce contexte, l'Espagne soutint ses parents Habsbourg en Autriche et combattit pour la cause catholique, participant à d'importantes campagnes militaires en Allemagne et dans d'autres régions d'Europe. Cet engagement imposa un fardeau financier supplémentaire à la couronne, déjà confrontée à de graves difficultés économiques. La monarchie fut également impliquée dans des conflits intermittents avec la France, notamment la guerre franco-espagnole, 1635-1659. Celle-ci aboutit au traité des Pyrénées, un accord qui marqua un grave revers pour l'Espagne, tant sur le plan territorial que politique. La France en sortit renforcée, tandis que l'influence militaire et diplomatique de l'Espagne fut considérablement réduite. Un autre coup dur fut la rébellion portugaise de 1640. La guerre de restauration portugaise, qui dura jusqu'en 1668, s'acheva par la reconnaissance de l'indépendance du Portugal par l'Espagne. Cette défaite mit fin à l'Union ibérique, qui unissait les deux couronnes depuis 1580 et affaiblit encore davantage la position géopolitique des Habsbourg. Sur le plan intérieur, l'Espagne fut confrontée à de multiples troubles, comme la révolte catalane de 1640, qui nécessita également une intervention et des ressources militaires. Ces conflits internes contribuèrent à la déstabilisation de la monarchie, tout en exacerbant les problèmes structurels du royaume. Tout au long du siècle, les Habsbourg d'Espagne poursuivirent une politique étrangère motivée par des ambitions dynastiques et religieuses, cherchant à préserver leur rôle de défenseurs du catholicisme et de dirigeants de la maison de Habsbourg. Cependant, les mécanismes fiscaux de l'État se révélèrent insuffisants pour soutenir cette politique à long terme. L'économie espagnole dépendait largement des expéditions d'argent en provenance des Amériques, mais ses revenus déclinèrent en raison de facteurs tels que l'épuisement des mines, la piraterie et l'inefficacité administrative. La crise budgétaire s'aggrava avec une inflation persistante, des dévaluations monétaires et une pression fiscale croissante sur la population. La couronne subit de multiples faillites. En 1607, 1627, 1647 et 1666. Les dépenses militaires absorbèrent la majeure partie des recettes de l'État, empêchant ainsi les investissements dans les réformes structurelles. La dépendance auprès des banquiers étrangers, notamment génois, accentua la vulnérabilité financière de l'Empire. Les inefficacités de la bureaucratie royale et la corruption ont entravé la mise en œuvre de politiques économiques efficaces. De plus, l'armée souffrait de problèmes structurels, mauvaise organisation, morale bas et déficience logistique. Ces faiblesses ont miné la capacité de l'Espagne à maintenir son hégémonie militaire en Europe. À la fin du siècle, l'Espagne avait perdu une grande partie de son importance sur la scène politique internationale. La mort de Charles II sans héritier en 1700 déclencha la guerre de succession d'Espagne, qui marqua la fin de la dynastie des Habsbourg en Espagne et le début du règne des Bourbons. La période 1600-1700 illustre clairement comment les coups cumulés d'une guerre constante peuvent éroder la capacité d'un empire à maintenir sa puissance. Les décisions dynastiques, religieuses et géopolitiques des Habsbourg ont imposé un fardeau intenable à une économie affaiblie et à une administration inefficace, précipitant finalement leur déclin en tant que puissance européenne. L'économie du pillage. L'or et l'argent des Amériques. XVIe et Xe siècle. Au XVIe et XVIIe siècle, l'exploitation minière de l'or et de l'argent en Amérique constituait une composante essentielle de l'économie coloniale espagnole et transforma le commerce mondial. Après la conquête des empires aztèques et incas, les Espagnols accédèrent à de vastes sources de métaux précieux. Initialement, l'or était obtenu par le pillage d'objets, de tribus et de trésors autochtones. Plus tard, ils se concentrèrent sur l'exploitation minière, notamment après la découverte de riches gisements d'argent à Zacatecas, Mexique et à Potosí, actuelle Bolivie, qui devinrent les piliers d'une économie fondée sur le travail forcé, le transport longue distance et le commerce transocéanique. La main-d'œuvre indigène était exploitée par des systèmes tels que l'encomienda, qui imposaient des taxes et du travail forcé sous la supervision espagnole. Dans les Andes, la mita, adaptation coloniale d'une pratique inca,
obligeait les hommes à travailler périodiquement dans les mines. Les conditions étaient extrêmement dures. L'exposition au mercure, l'effort physique et l'insalubrité entraînaient des taux de mortalité élevés. De plus, dans certaines régions, l'esclavage africain était intégré pour compléter la main-d'œuvre. L'exploitation minière nécessitait de vastes infrastructures, notamment des fonderies, des routes et des centres administratifs. L'argent était raffiné par amalgamation avec du mercure, notamment à Potosi, qui dépendait du mercure transporté depuis Huancavelica. L'argent raffiné était fondu en lingots et transporté par caravanes et navires jusqu'aux ports coloniaux, d'où il était expédié vers l'Espagne par les routes de l'Atlantique ou vers l'Asie via les galions de Manille. La Maison du commerce de Séville réglementait le commerce, garantissant que la couronne perçoive sa part par le biais d'impôts tels que le quintet royal. L'afflux massif d'argent permit à l'Espagne de financer ses guerres, son administration impériale et ses ambitions dynastiques en Europe. Cependant, cette dépendance à l'argent créait une vulnérabilité aux fluctuations de la production et de la demande mondiale. L'inflation provoquée par cette richesse monétaire conduisit à ce que l'on appelait la révolution des prix en Europe. En Espagne, une grande partie de cette richesse ne stimula pas le développement productif national, les biens étant importés à crédit étranger. L'argent affluait fréquemment vers d'autres pays européens et vers l'Asie, notamment la Chine, où il servait de monnaie d'échange. Ce flux de métaux précieux a facilité l'émergence des premiers échanges commerciaux mondiaux. L'échange d'argent contre des produits asiatiques comme la porcelaine et la soie a marqué l'intégration des Amériques à l'économie mondiale. Cependant, les bénéfices ont été inégaux. Les élites coloniales et les commerçants européens ont accumulé des richesses, tandis que les populations autochtones ont subi l'exploitation, les déplacements et les pertes humaines. Les activités minières ont également eu de graves conséquences environnementales, avec déforestation, pollution de l'eau et érosion des sols. Le système administratif et logistique qui soutenait l'économie minière devint un élément permanent de la structure du gouvernement colonial. Des villes se développèrent autour des centres miniers, et les hiérarchies sociales fondées sur le contrôle des ressources et du travail se renforcèrent. L'argent américain joua un rôle clé dans l'essor des premiers empires européens modernes, tout en façonnant les sociétés coloniales. Vers la fin du XVIIe siècle, de nombreuses mines connurent un déclin de leur production en raison de la surexploitation et des limitations techniques, ce qui contribua à la stagnation économique de l'Espagne et de ses colonies. Le modèle économique fondé sur le pillage et l'extraction laissa un héritage durable. L'enrichissement des puissances européennes contrastait avec les conséquences à long terme pour les régions exploitées. L'intégration des métaux précieux américains au commerce mondial fut une étape décisive dans la formation d'une économie mondiale portée par l'expansion coloniale et l'extraction des ressources. L'Inquisition espagnole, peur et contrôle, 1478-1834. L'Inquisition espagnole fut instaurée en 1478 par les rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle I de Castille, avec l'approbation du pape Sixte IV. Son objectif initial était d'identifier et d'éradiquer l'hérésie dans les royaumes nouvellement unifiés, en particulier parmi les juifs et les musulmans convertis, connus sous le nom de conversos et de morisques, soupçonnés de pratiquer secrètement leur religion d'origine. Contrairement aux précédentes inquisitions dirigées par la papauté, celle-ci opérait sous le contrôle direct de la couronne, devenant un instrument à la fois de contrôle religieux et de pouvoir étatique. L'Inquisition fonctionnait comme un tribunal habilité à enquêter, interroger et punir les personnes accusées d'hérésie. Le processus commençait souvent par un édit de grâce, encourageant les suspects à avouer volontairement. Les plaintes pouvaient être anonymes, et les accusés ignoraient souvent les chefs d'accusation précis ni les témoins. La procédure comportait de longues périodes de détention et d'interrogatoire, avec possibilité de torture pour extorquer des aveux. Les sanctions allaient de la pénitence et des amendes à l'emprisonnement ou à la peine capitale. Les châtiments les plus sévères étaient infligés aux hérétiques impénitents, présentés publiquement lors de cérémonies appelées autodafé, où leur sentence était lue et exécutée. Les crimes religieux poursuivis comprenaient la judaïsation, l'islamisation, le protestantisme et le blasphème. Au fil du temps, l'Inquisition s'est également saisie des cas de bigamie, de sorcellerie et de conduite jugée immorale, ce qui a étendu son influence à la vie quotidienne. L'institution développa une structure bureaucratique avec des tribunaux régionaux dans des villes comme Séville, Tolède et Valence, qui dépendaient du Conseil suprême de l'Inquisition basé à Madrid. Ce modèle organisationnel permettait un contrôle centralisé et efficace des processus inquisitoires. L'autorité de l'Inquisition s'étendait également aux territoires espagnols d'Amérique et d'Italie, où elle était chargée de superviser l'orthodoxie religieuse des colons, des autochtones convertis et des personnes d'origine africaine. Le soutien constant de la monarchie renforça l'alliance entre l'Église et l'État, facilitant la création d'une identité religieuse unifiée et décourageant toute déviation du dogme catholique.
La crainte d'être interrogé ou accusé favorisa le conformisme et l'autocensure. La simple possibilité d'être taxé d'hérétique suffisait à décourager les comportements et expressions non orthodoxes. Outre son activité judiciaire, l'Inquisition exerçait un contrôle rigoureux sur la production intellectuelle et culturelle par la censure. Les livres et écrits étaient examinés et interdits s'ils étaient jugés hérétiques ou contraires à la doctrine catholique. Une liste des livres interdits, régulièrement mise à jour, était tenue, limitant l'accès aux œuvres liées au protestantisme, à l'humanisme de la Renaissance ou à la pensée des Lumières. Cette censure limitait considérablement la diffusion des idées nouvelles. Le pouvoir de l'Inquisition atteignit son apogée au XVIe et XVIIe siècle, au moment même où l'Espagne était confrontée aux plus grands défis religieux. Cependant, son autorité commença à décliner avec les changements sociaux, intellectuels et politiques qui marquèrent l'époque moderne. L'essor des sciences, les Lumières et la pensée réformiste suscitèrent une critique croissante des méthodes et des objectifs de l'institution. Au XVIIIe siècle, sous les Bourbons et surtout avec les réformes des Lumières de Charles III, l'Inquisition perdit une partie de son indépendance et de son influence. Elle fut temporairement abolie pendant l'occupation napoléonienne, puis rétablie, puis définitivement supprimée en 1834 sous le règne d'Isabelle II et la régence de Marie-Christine. Depuis lors, ses archives sont préservées et étudiées, constituant une source essentielle pour la compréhension de cette période. L'héritage de l'Inquisition est essentiel pour comprendre comment les pouvoirs religieux et politiques se sont combinés pour imposer discipline sociale et contrôle idéologique. Entre 1478 et 1834, l'Inquisition espagnole a représenté l'une des tentatives les plus durables de réglementer la foi et les mœurs par le biais d'institutions juridiques et religieuses, marquant profondément l'histoire culturelle et politique de l'Espagne et de son empire. Le traité des Pyrénées, 1659, le déclin européen de l'Espagne commence. Le traité des Pyrénées, signé en 1659 entre le Royaume de France et la monarchie espagnole, marqua un tournant dans la politique européenne et est largement considéré comme le symbole du début du déclin de l'Espagne en tant que puissance dominante européenne. Ce traité mit fin à la guerre franco-espagnole, qui avait duré au-delà de la guerre de 30 ans. Malgré la signature de la paix de Westphalie en 1648, les hostilités entre l'Espagne et la France persistèrent jusqu'à ce que les deux camps soient épuisés par de longues tensions militaires et financières. Le conflit naquit de luttes de pouvoirs plus vastes entre les dynasties des Habsbourg et des Bourbons et fut caractérisé par des alliances changeantes, des batailles territoriales et des manœuvres diplomatiques. L'Espagne, sous la dynastie des Habsbourg, avait conservé une position politique et militaire prépondérante en Europe depuis le début du XVIe siècle, mais au milieu du XVIIe siècle, plusieurs facteurs minèrent sa stabilité. Parmi ces difficultés figuraient un déclin économique, des revers militaires, des inefficacités administratives, des révoltes internes, et le défi croissant posé par la France sous la direction du cardinal Mazarin et du roi Louis XIV. Le traité des Pyrénées fut négocié et signé sur l'île du Faisan, sur la Bidassoa, située entre les deux pays. L'accord prévoyait des concessions territoriales et des arrangements dynastiques destinés à établir un équilibre des pouvoirs plus stable. Au terme du traité, l'Espagne cédait plusieurs territoires à la France, dont le Roussillon et des parties du nord de la Catalogne, ainsi que des parties des Pays-Bas espagnols. Ces pertes réduisirent l'influence espagnole en Europe occidentale et renforcèrent la position stratégique de la France. Le traité comprenait également un accord de mariage entre Louis XIV de France et Marie-Thérèse d'Espagne, fille du roi Philippe IV. Cette union dynastique visait à consolider la paix, mais devint plus tard une source de conflit en raison de questions liées aux revendications de succession. La perte de territoire et de prestige résultant du traité reflétait des faiblesses structurelles plus larges de la monarchie espagnole. Les difficultés financières, causées en partie par le coût des guerres incessantes et la dépendance aux importations d'argent en provenance des Amériques, limitèrent la capacité de l'Espagne à soutenir ses campagnes militaires. De plus, la décentralisation administrative et l'absence d'institutions modernisées contribuèrent à une baisse d'efficacité et à l'affaiblissement de l'autorité royale. Si l'Espagne conserva un vaste empire colonial et maintint son influence dans les affaires européennes, son rôle de grande puissance continentale fut de fait amoindri. La France, quant à elle, sortit renforcée du traité, jetant les bases de son essor dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le traité des Pyrénées marqua donc un changement dans l'équilibre des pouvoirs en Europe. Il marqua également la fin des efforts de l'Espagne pour maintenir la suprématie des Habsbourg en Europe et annonça une transition plus large dans les relations internationales. Au cours des décennies suivantes, l'Espagne fut confrontée à de nouveaux défis, notamment de nouvelles pertes territoriales et la crise de succession qui culmina avec la guerre de succession d'Espagne. Sur le plan intérieur, la monarchie espagnole continua de se débattre avec des problèmes de gouvernance et une stagnation économique.
La dynastie des Bourbons allait finalement remplacer la lignée des Habsbourg en Espagne au début du XVIIIe siècle, marquant un tournant dans les alliances politiques et dynastiques. Le traité des Pyrénées revêt une importance historique car il constitue une reconnaissance officielle de l'évolution des rapports de force en Europe. Il illustre les limites de l'ambition impériale face à la fatigue militaire et aux contraintes économiques. Pour l'Espagne, ce traité marque le début d'une réduction progressive mais durable de son rôle d'acteur central dans les conflits européens. Il souligne également l'importance des négociations diplomatiques pour résoudre les guerres prolongées et redessiner les frontières nationales. Les événements entourant le traité reflètent l'évolution de l'art de gouverner et l'importance croissante accordée aux alliances, aux traités et aux mariages dynastiques comme outil de politique internationale. Bien que l'Espagne demeure une puissance coloniale et culturelle, le traité des Pyrénées marque la fin de son règne en tant que force politique et militaire dominante en Europe. La guerre de succession d'Espagne, 1700-1714. La guerre de succession d'Espagne, qui dura de 1701 à 1714, fut un conflit européen majeur déclenché par la mort de Charles II d'Espagne, dernier monarque Habsbourg de l'Empire espagnol. Charles mourut sans descendance en 1700, créant un vide politique et suscitant des inquiétudes parmi les puissances européennes quant à l'équilibre futur des pouvoirs sur le continent. Dans son testament, Charles désigna Philippe d'Anjou, petit-fils du roi Louis XIV de France, comme son successeur. Cette décision menaçait d'unifier les puissantes dynasties des Bourbons de France et d'Espagne sous une seule famille régnante, alarmant d'autres États européens, notamment l'Angleterre, les Provinces-Unies et le Saint-Empire romain germanique. Ces États craignaient qu'une union franco-espagnole ne perturbe l'équilibre politique existant et ne mette en péril leurs intérêts nationaux. En réaction, ils formèrent la Grande Alliance, une coalition regroupant l'Autriche, l'Angleterre, les Provinces-Unies, la Prusse et d'autres États. Son objectif était d'empêcher l'unification des couronnes françaises et espagnoles et de maintenir l'équilibre des pouvoirs en Europe. La guerre impliqua de nombreuses batailles et campagnes à travers l'Europe, notamment sur des théâtres d'opérations majeurs en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et dans les États allemands. Des engagements militaires majeurs eurent lieu à Blenheim en 1704, Ramillies en 1706, Audenarde en 1708 et Malplaquet en 1709. Le duc de Marlborough, commandant les forces alliées, joua un rôle essentiel dans les victoires remportées contre les forces franco-espagnoles. En Espagne, le conflit dégénéra en guerre civile, les régions soutenant soit Philippe d'Anjou, soit l'archiduc Charles d'Autriche, prétendant rival soutenu par la Grande Alliance. La guerre s'étendit également aux colonies d'outre-mer, avec des combats limités en Amérique. À mesure que la guerre progressait, la mort de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Joseph Ier en 1711 entraîna un changement de situation politique. Son frère, l'archiduc Charles, devint le nouvel empereur, suscitant des inquiétudes quant à une victoire des Habsbourg en Espagne qui remplacerait la menace du règne des Bourbons par une nouvelle consolidation des Habsbourg. Ce changement poussa certains membres de la Grande Alliance à reconsidérer leurs objectifs de guerre et à rechercher un règlement négocié. Après des années de conflit, le traité d'Utrecht fut signé en 1713, suivi du traité de Rastatt en 1714. Ces accords mirent fin à la guerre et redéfinirent les arrangements territoriaux et dynastiques en Europe. Au terme de ces traités, Philippe d'Anjou fut reconnu comme roi Philippe X d'Espagne, mais il fut contraint de renoncer à toute prétention au trône de France pour lui-même et ses descendants. Cette condition visait à empêcher l'union des couronnes françaises et espagnoles. L'Espagne céda plusieurs territoires à d'autres puissances européennes. Les Pays-Bas espagnols, Naples, Milan et la Sardaigne furent transférés à l'Autriche. Gibraltar et Minorque furent cédés à la Grande-Bretagne, ainsi que la reconnaissance des droits commerciaux britanniques en Amérique espagnole par l'accord d'Asiento, qui autorisait les marchands britanniques à faire le commerce des esclaves dans les colonies espagnoles. Ces concessions marquèrent une réduction significative des possessions territoriales de l'Espagne en Europe et reflétaient le déclin de son influence. La dynastie des Bourbons resta en Espagne, inaugurant une nouvelle phase de l'histoire espagnole sous une monarchie de style français. La guerre de succession d'Espagne eut des conséquences durables sur le paysage politique européen. Elle confirma le principe selon lequel l'équilibre des pouvoirs devait être préservé par des accords collectifs et qu'aucune puissance ne devait dominer le continent. Elle démontra également l'importance croissante de la diplomatie, des alliances et de la conclusion de traités dans la gestion des conflits internationaux. L'issue de la guerre orienta les puissances européennes vers la concurrence coloniale et les réformes internes, jetant les bases de futures rivalités au XVIIIe siècle. Le conflit marqua également la fin du rôle de l'Espagne comme puissance européenne de premier plan et confirma l'émergence de la Grande-Bretagne comme acteur clé des affaires mondiales. La résolution de la guerre apporta une stabilité temporaire, mais laissa subsister des tensions qui allaient continuer à influencer la politique européenne au cours des décennies suivantes.
La perte des Philippines, de Cuba et de Porto Rico, 1898. En 1898, l'Espagne perdit le contrôle des Philippines, de Cuba et de Porto Rico à la suite de la guerre hispano-américaine, marquant ainsi la fin de son empire colonial dans les Amériques et le Pacifique. Le conflit naquit des tensions croissantes entre l'Espagne et les États-Unis, alimentées par la détérioration de la situation à Cuba, où une longue lutte pour l'indépendance s'était intensifiée dans les années 1890. Les efforts espagnols pour réprimer les mouvements nationalistes cubains incluaient des campagnes militaires et des politiques de reconcentration qui causèrent de grandes souffrances civiles. Ces événements attirent l'attention aux États-Unis, où l'opinion publique soutint de plus en plus la cause cubaine. Les intérêts économiques, notamment dans le secteur du sucre et du tabac, ainsi que les préoccupations politiques concernant la stabilité des Caraïbes, ont influencé les responsables américains. La situation s'est aggravée après l'explosion du USS Menden, le port de la Havane, le 15 février 1898. Bien que la cause de l'explosion n'ait jamais été déterminée avec certitude, on a largement supposé aux États-Unis qu'elle était d'origine espagnole, ce qui a renforcé le soutien de l'opinion publique à une intervention. Le 25 avril 1898, les États-Unis ont officiellement déclaré la guerre à l'Espagne. La guerre fut brève et de portée limitée. Des opérations militaires eurent lieu à Cuba, aux Philippines et à Porto Rico. Dans les Caraïbes, les forces américaines affrontèrent les troupes espagnoles lors de batailles telles que la bataille de San Juan Hill et l'engagement naval de Santiago de Cuba. Dans le Pacifique, sous le commandement du commodore George Dewey, la flotte américaine vainquit la flotte espagnole lors de la bataille de la baie de Manille le 1er mai 1898. Cette victoire permit aux États-Unis d'occuper Manille et de prendre le contrôle de certaines parties de l'archipel philippin. À Porto Rico, les troupes américaines débarquèrent en juillet 1898 et rencontrèrent peu de résistance. En août, le gouvernement espagnol, militairement affaibli et manquant de ressources pour poursuivre le conflit, accepta un armistice. Les négociations aboutirent à la signature du traité de Paris le 10 décembre 1898. Au terme de ce traité, l'Espagne renonçait à sa souveraineté sur Cuba et cédait Porto Rico, les Philippines et Guam aux États-Unis. En contrepartie, les États-Unis s'engageaient à verser à l'Espagne 20 millions de dollars en compensation pour les Philippines. Le traité fut ratifié début 1899, achevant ainsi le transfert des territoires. Cuba devint alors un protectorat des États-Unis et obtint officiellement son indépendance en 1902, tout en restant sous la forte influence politique et économique des États-Unis. Porto Rico devint un territoire non incorporé des États-Unis, tandis que les Philippines entrèrent dans une nouvelle phase de domination coloniale sous administration américaine. Cette transition conduisit au déclenchement de la guerre américano-philippine en 1899, lorsque les Philippins, aspirant à l'indépendance, se révoltèrent contre la nouvelle puissance coloniale. La perte de ces territoires marqua la fin du rôle de l'Espagne comme puissance coloniale mondiale. Pour l'Espagne, cette défaite déclencha une profonde réflexion politique et culturelle. Elle révéla les faiblesses de sa structure militaire et administrative et suscita des débats sur l'identité nationale, la modernisation et la réforme. Le désastre de 1998, comme on le connaît en Espagne, donna également naissance à un nouveau mouvement intellectuel critique. La génération de 1998 qui chercha à redéfinir le rôle de l'Espagne dans le monde. Sur le plan géopolitique, la guerre et ses conséquences ont symbolisé une transition dans l'ordre mondial où l'impérialisme européen a cédé la place à l'essor des États-Unis comme puissance internationale. Ce fut la première expérience américaine de contrôle direct de territoires d'outre-mer, marquant le début d'une nouvelle phase de sa politique étrangère et de son expansion stratégique. La perte des Philippines, de Cuba et de Porto Rico a également eu un impact durable sur les populations locales, tandis que de nouveaux systèmes coloniaux s'imposaient avec des formes de résistance et d'adaptation variées. Les événements de 1898 marquent un tournant dans l'histoire de l'Espagne, des États-Unis et des territoires concernés, ainsi que dans le développement de l'impérialisme moderne. Bien que brève, la guerre hispano-américaine a profondément marqué les structures coloniales, les relations internationales et la conscience nationale. L'héritage de l'Empire espagnol dans le monde moderne, se manifeste par un large éventail d'influences politiques, culturelles, économiques, linguistiques et religieuses qui continuent de façonner de nombreux pays, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans certaines régions d'Asie et d'Europe. À son apogée, l'Empire espagnol était l'un des plus vastes de l'histoire, s'étendant sur de vastes régions d'Europe, des Amériques, d'Afrique et d'Asie. Son influence la plus durable est la langue espagnole, qui demeure la langue officielle ou dominante dans la majeure partie de l'Amérique latine et est également la langue principale en Espagne. Aujourd'hui, l'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde, avec des centaines de millions de locuteurs répartis sur plusieurs continents.
Cette continuité linguistique a été consolidée par les systèmes administratifs, l'évangélisation religieuse et l'assimilation culturelle pendant la période coloniale. Un autre héritage important est l'expansion du catholicisme romain. La couronne espagnole a collaboré étroitement avec l'Église catholique pour évangéliser les populations autochtones, construire des églises et établir des institutions religieuses. Le catholicisme demeure la religion majoritaire dans de nombreuses anciennes colonies, avec des fêtes et des pratiques mêlant traditions européennes et autochtones. Dans les domaines juridiques et administratifs, de nombreux pays d'Amérique latine ont conservé certains aspects du modèle colonial espagnol. Cela comprend les codes de droit civil dérivés du droit romain et espagnol, les structures municipales et les régimes fonciers. Bien que ces institutions aient été réformées, leurs fondements coloniaux demeurent. Sur le plan économique, le modèle colonial espagnol reposait sur l'extraction des ressources naturelles et la production agricole grâce à des systèmes tels que l'encomienda et l'hacienda. Ces systèmes ont contribué à établir des hiérarchies économiques et sociales qui ont perduré sous diverses formes. La concentration foncière et les inégalités de travail sont des héritages structurels qui affectent encore de nombreuses sociétés postcoloniales. Sur le plan social, l'Empire espagnol imposait un système complexe de classification raciale, appelé système des castes, qui définissait le statut des individus en fonction de leur origine ethnique. Bien que ce système formel ait été aboli, son impact persiste dans les mentalités et les inégalités historiques qui perdurent dans plusieurs anciennes colonies. Cet héritage se manifeste également dans l'architecture. Les villes fondées à l'époque coloniale conservent souvent des éléments de l'urbanisme espagnol, places centrales, cathédrales et bâtiments gouvernementaux. Ces aménagements sont toujours présents dans les villes d'Amérique latine et des Philippines et font partie du patrimoine culturel de ces régions. Dans le domaine de l'éducation et de la vie intellectuelle, l'Empire fonda des universités, des imprimeries et des institutions académiques qui favorisèrent le développement des élites locales et des traditions culturelles. La littérature, l'histoire et la philosophie en espagnol jouèrent un rôle essentiel dans la construction des identités nationales et des expressions culturelles au cours des siècles suivants. De plus, la cuisine, les coutumes et les structures familiales de nombreuses régions reflètent clairement des influences espagnoles. Des repas aux célébrations, de nombreux éléments du quotidien trouvent leur origine dans la fusion des cultures locales et du patrimoine hispanique. Dans le contexte politique contemporain, l'héritage de l'Empire espagnol se reflète dans les liens diplomatiques et culturels qui subsistent entre l'Espagne et ses anciennes colonies. Des organisations telles que le Sommet ibéro-américain et les programmes d'échange culturel consolident ces liens historiques fondés sur une langue commune et des expériences partagées. Cependant, cet héritage comporte également des conséquences négatives telles que la violence de la conquête, le travail forcé, les déplacements et la désorganisation des sociétés autochtones. Dans de nombreux pays, les débats sur la mémoire historique, les monuments coloniaux et l'interprétation du passé se poursuivent. La recherche postcoloniale s'est penchée sur les effets durables de la domination espagnole sur le développement, l'identité et les structures du pouvoir mondial. L'héritage de l'Empire espagnol est donc multiforme. Il englobe des patrimoines matériels et immatériels qui influencent encore aujourd'hui les langues, les religions, les institutions et les cultures. Bien que l'empire formel ait pris fin avec l'indépendance des colonies, les cadres institutionnels et culturels établis à cette époque continuent de façonner les sociétés modernes et les processus de mondialisation et d'échange culturel.